Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Tsatsaris, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cochin Port-Royal et responsable de la FHU Préma, la Fédération hospitalo-universitaire Combattre la prématurité. Océane le reçoit pour la deuxième partie des RPC pré-éclampsie et ensemble, ils abordent plus précisément le traitement de l'hypertension artérielle modérée pendant la grossesse. Bonjour professeur Tsatsaris, et à nouveau un grand merci de la part de l'association de la GOF et de son équipe d'avoir accepté de participer à nos podcasts pour poursuivre un petit peu votre retour d'expérience, partager votre expertise sur les décisions prises pendant les RPC 2022 concernant la prééclampsie non sévère. Pour ce deuxième épisode sur ce thème, on souhaitait discuter de ce qui a été décidé en termes de traitement ou pas d'une hypertension artérielle modérée. Comment les experts se sont-ils positionnés sur ce sujet? Comment vous êtes-vous positionné sur ce sujet pendant les RPC? La question, en fait, c'est de savoir, quand on a une hypertension artérielle non sévère, c'est-à-dire entre 140 et 159 mm de mercure de systolique et 90 et 109 mm de diastolique, s'il y a un bénéfice à traiter ou non ces patientes-là. Alors, il n'y a pas de données dans la littérature qui permettent de répondre de façon spécifique à cette question dans une population de femmes prééclamptiques, mais on a des données chez des femmes qui ont une pathologie hypertensive pendant la grossesse, majoritairement des HTA chroniques pendant la grossesse ou de l'HTA gravidique. Il y a aussi des patientes prééclamptiques. Et donc, chez ces patientes-là, une première étude a montré que le fait de proposer un traitement, de contrôler de façon assez stricte la pression artérielle n'était pas délétère, puisque une des craintes, c'était qu'en baissant trop la pression artérielle, on diminuait la perfusion utérine et qu'on pouvait induire un retard de croissance. Donc là, on a maintenant des données solides pour dire qu'on n'a pas d'effet délétère à maintenir une tension artérielle normale ou normale basse chez des patientes hypertendues. Et par ailleurs, il y a un essai qui a été publié l'année dernière, un essai randomisé aux États-Unis qui a montré qu'il y avait un bénéfice en termes de santé maternelle à traiter une HTA modérée chez une patiente hypertendue. Et donc, par extension, le groupe d'experts a recommandé, a étendu en fait ses recommandations, enfin ses résultats à la population de femmes prééclamptiques. Et donc, on a conclu qu'il était recommandé de prescrire un traitement antihypertenseur par voie orale en cas d'HTA modéré, avec une pression artérielle systolique entre 140 et 159 mm de mercure, ou une pression artérielle diastolique entre 90 et 109 mm de mercure, et mesurer à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est de pas mettre un traitement juste pour une mesure une fois. Il faut qu'on ait plusieurs mesures qui confirment cette hypertension artérielle et cette prééclampsie modérée. D'accord, donc dans le cadre de l'hypertension gestationnelle, on a plusieurs mesures autour de 140, 145, on introduit, de systolique, je veux dire, on introduit un traitement. Autour de 145, voilà, si on est vraiment entre 140 et 160, pendant la grossesse, on introduit également un traitement parce qu'il a été montré que c'était pas délétère et en plus qu'il y avait une diminution de la morbidité maternelle et périnatale. Donc les algorithmes qu'on utilisait depuis le consensus de 2015 de la Société française d'hypertension et du CNGOF, où on prenait en compte les facteurs de risque de la patiente, par exemple le fait qu'elle ait une insuffisance rénale chronique, une obésité, pour savoir si on traitait plus facilement ou pas ces patientes. Maintenant, ça passe au deuxième plan et puis toute patiente qui aurait une hypertension artérielle modérée rentre dans l'indication du traitement. C'est bien ça, hein? Il faut juste faire attention à pas surtraiter sur une mesure de pression artérielle. Donc, c'est pour ça qu'on a bien noté dans les recommandations qu'il fallait que l'HTA soit confirmée par des mesures à plusieurs reprises. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Je pense que vous avez aussi discuté pendant ces RPC de l'intérêt du ratio SFLT1 sur PLGF.
Dans le cadre du dépistage de la prééclampsie, comment vous êtes-vous positionné? Alors, les questions qu'on s'est posées, c'est l'intérêt du ratio SFLT1-PLGF pour réduire la morbidité maternelle ou périnatale dans deux populations de patientes. La première est une patiente chez qui il y a une suspicion de prééclampsie. Et donc, l'objectif était, parce que c'est comme ça qu'il est utilisé par bon nombre de pays anglo-saxons, pour essayer d'anticiper la prise en charge et le passage vers la prééclampsie et diminuer la morbidité maternelle. Et la deuxième population, c'est les femmes qui ont une prééclampsie établie, qui sont par exemple hospitalisées pour une prééclampsie et qui ont fait un ratio. Donc, dans la population de femmes qui ont une suspicion de prééclampsie, il y a beaucoup de données dans la littérature qui montrent la bonne performance du ratio SFLT1-PLGF pour prédire la survenue d'une prééclampsie ou infirmer une prééclampsie, par exemple, comme le ratio est inférieur à 38, on sait que la valeur prédictive négative est très élevée et donc on peut infirmer le diagnostic de prééclampsie. La valeur prédictive positive est beaucoup moins bonne pour le ratio à 38, un peu meilleure si on montre le niveau à 85 ou 110. Et il y a peu d'études en fait qui s'intéressent à la VPP de la prééclampsie. Les anglo-saxons, eux, utilisent pas le ratio SFLT1-PLGF, enfin les anglais, ils utilisent le PLGF seul, et donc les études sont faites avec le PLGF seul. Et il y a deux gros essais randomisés qui ont évalué l'intérêt du PLGF pour prédire la prééclampsie, améliorer la santé maternelle ou périnatale, avec des résultats très contradictoires. Il y a un essai randomisé qui montre un bénéfice maternel à l'utilisation du PLGF et l'autre qui montre aucun bénéfice. Donc, on n'a pas la preuve que l'implémentation en systématique, parce que c'est ce qu'ont fait les Anglais, les recommandations du NICE sont de proposer systématiquement le dosage du PLGF quand il y a une suspicion de prééclampsie. Donc, nous, on s'est positionné à l'inverse. On a recommandé de ne pas utiliser en routine le ratio SFLT1-PLGF chez une patiente qui a une suspicion de prééclampsie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'on n'a pas une obligation de proposer un ratio SFLT1-PLGF à toutes les patientes qui ont une suspicion de prééclampsie. Tout ça dans l'idée d'éviter de créer de l'anxiété sans être sûr de favoriser des issues plus favorables, d'éviter la surmédicalisation d'une population à risque intermédiaire. C'est bien ça, hein? Alors, dans l'idée de dire que pour l'instant, on n'a pas la preuve que ce ratio a un impact sur la santé des mères. C'est un test qui est performant, mais que du coup, ça peut être anxiogène, que ça peut générer des hospitalisations qui pourraient être inutiles, ça peut en éviter aussi. Et surtout, ça pourrait induire des accouchements prématurés. Par exemple, si on a un ratio élevé à 35 semaines d'aménorrhée, il y a une possibilité que des médecins décident de déclencher le travail parce qu'on a un ratio élevé pour éviter d'aller vers une prééclampsie. Donc, on veut éviter ces dérives. Donc, il y a encore nécessité d'évaluer ces outils. Et le dernier point pour lequel du coup on était assez prudent et qui fait que on va le voir après, mais même dans la prééclampsie établie, il n'est pas recommandé d'utiliser en systématique, en routine, le ratio, c'est qu'en fait on a des normes qui sont établies pour certains industriels, mais pas tous. Et surtout, les normes de valeur de ratio SFLT1-PLGF ne sont pas les mêmes en fonction des trois industriels. Et donc, on a besoin de standardiser un peu les choses, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir un test pour lequel on a une norme à 38 pour l'un, une norme à un autre seuil pour l'autre. Donc, il y a encore un travail à faire pour harmoniser les normes de ces dosages biologiques. D'ailleurs, concernant les normes que vous avez évoquées tout à l'heure, le 38 et sa valeur prédictive négative qui est bonne, est-ce que ce cutoff, il dépend du terme de la grossesse ou pas? Alors non, il ne dépend pas du terme pour la valeur prédictive négative. Ce qui dépend du terme, c'est la valeur haute pour le diagnostic de prééclampsie, si on veut l'utiliser pour une VPP, en sachant que c'est pas un très très bon marqueur pour une valeur prédictive positive qui reste assez modeste. Mais c'est vrai que si on veut considérer qu'une femme est considérée comme prééclamptique sur la base du ratio, le ratio dépend en fait de la gestation. Mais vraiment, ce ratio, il a vraiment un intérêt pour sa VPN. D'accord, oui. Du coup, moins pour prédire l'éventuelle survenue de complications chez une patiente hospitalisée avec un diagnostic de prééclampsie,
que ce soit le ratio ou le PLGF seul? Oui, alors en fait, chez une patiente qui est hospitalisée pour une prééclampsie, là encore, on sait que plus le ratio est élevé ou plus le PLGF est bas, plus le risque de complication est important. Mais comment en fait ce ratio s'intègre dans la prise en charge de la patiente et la stratégie de soins, pour l'instant, c'est pas encore clairement déterminé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas recommander en routine. Donc, la recommandation, c'est de ne pas proposer de façon systématique en routine le dosage du ratio SFLT1-PLGF. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On est pas mal d'équipes à le faire. Et on l'utilise chacun un peu de notre façon, mais il n'y a pas une recommandation forte à l'implémenter de façon systématique pour toutes les patientes hospitalisées. Merci beaucoup, message très clair. Ensuite, concernant le déclenchement des patientes prééclamptiques non sévères, est-ce que la mode a changé depuis l'RPC 2022? Est-ce qu'on reste sur les mêmes habitudes? Alors non, en fait, alors 2022, c'était pas non. Est-ce que les RPC 2022 n'ont pas vraiment changé les choses? C'est-à-dire qu'en fait, la recommandation chez les femmes qui ont une prééclampsie non sévère, entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, ce déclenchement, il permet de réduire le risque d'HTA maternelle, mais augmente l'incidence de la prématurité. Il n'y a pas de bénéfice périnatal et probablement un excès de risque périnatal qui a été montré dans la littérature en ce qui concerne la prématurité modérée entre 34 et 37. Et donc, dans ce contexte-là, en tenant compte de la balance bénéfice-risque pour la mère et pour l'enfant, il a été recommandé de ne pas induire systématiquement la naissance entre 34 et 37 en cas de prééclampsie non sévère. C'est des discussions au cas par cas où on va voir quelle est par exemple le retentissement fœtal, est-ce qu'il y a un RCU sévère, donc on va en discuter, mais il n'y aura pas d'indication à un déclenchement systématique ou une naissance systématique. On reste dans l'idée que le terme cible, en l'absence de tout facteur d'inquiétude, de toute complication, mais dès que les critères diagnostiques de la prééclampsie sont retrouvés, on reste dans l'idée qu'on ne dépasse pas les 37 semaines, enfin qu'on commence en tout cas à intervenir au plus tard à 37 semaines. Oui, l'idée, c'est qu'une prééclampsie découverte à partir de 37 semaines doit imposer une naissance, alors pas en urgence, mais dans les 24-48 heures pour éviter les complications maternelles. Et aussi, concernant la question du retour à domicile des patientes, surtout entre 34 et 35 et 37 semaines, sans aucun signe de gravité, qui nous paraissent complètement stables, est-ce que vous avez discuté du retour à domicile de ces patientes? Alors oui, on a discuté, on a repris les données de la littérature, on a regardé ce qu'ont fait également les autres sociétés savantes. Et donc, on a décidé qu'il était possible, en tout cas, d'envisager un retour à domicile, même si les données dans la littérature sont quand même peu nombreuses et notamment pas de bonne qualité. Et voilà, donc en fait, les données de la littérature étant insuffisantes, il n'y avait pas d'éléments pour contre-indiquer un retour à domicile. Et donc, on est sur une absence de recommandation, mais le groupe de travail considère, comme les autres sociétés savantes, qu'une surveillance ambulatoire d'une femme avec une prééclampsie est possible, à condition que les moyens qu'on va se donner pour cette surveillance permettent une prise en charge sécurisante de la mère et du nouveau-né. Donc, si la surveillance à domicile ne peut pas être faite parce que la patiente n'est pas observante ou parce que les moyens de surveillance ne sont pas adéquats, à ce moment-là, il faut garder la patiente en hospitalisation. Si on a la possibilité de mettre en place une sage-femme à domicile régulièrement, une HAD régulièrement avec une surveillance maternelle et fœtale, et que la prééclampsie non sévère, on peut envisager à ce moment-là un retour à domicile. Régulièrement, vous pensez à 3 fois par semaine, par exemple, ou quelque chose comme ça? Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça dépend à la fois du retentissement fœtal, mais ça peut être, s'il n'y a pas de retentissement fœtal, ça peut être 1 à 2 fois par semaine. On n'est pas obligé de faire 3 fois par semaine. D'accord, donc on lui explique bien les consignes devant amener à reconsulter. On la voit 1 à 2 fois par semaine. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations, professeur. C'était un super épisode. Et à bientôt sur le micro des gynécos. Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.